L'iceberg. Un songe. Je vis un vaisseau de martiale carrure, tout pavillon hissé, en habit de bravoure, mené comme par folie pure, barré droit sur un iceberg inerte. D'énormes glaçons sous le choc s'éboulèrent, mornes qui par tonnes fracassèrent le pont, une unique avalanche, et ce fut tout. Et rien d'autre ne bouge hors l'épave qui coule. Rude iceberg, pensais-je, si froid, si vaste. Tu te drapes d'humidité funeste, tu exhales encore la brume glacée de ton souffle. Tu te dissous et dérives vers une mort certaine. Tout pâteau que tu sois, pauvre lourdeau, lamentable balourd qui lentement maraude, ceux qui t'abordent se repentent et s'enfoncent, sondant sous toi l'abysse, sans troubler la visqueuse limace qui s'étale sur la morte indifférence de tes murs. Tiens ferme ta couronne. Première partie des films. Le daim blanc. À cette époque, j'étais fou. J'avais dans mes valises un scénario de 700 pages sur la vie de Melville. Herman Melville, l'auteur de Moby Dick, le plus grand écrivain américain, celui qui, en lançant le capitaine Ahab sur les traces de la baleine blanche, avait allumé une mutinerie aux dimensions du monde et offert à travers ses livres des tourbillons de prophéties auxquels je m'accrochais depuis des années. Melville, dont la vie avait été une continuelle catastrophe, qui n'avait fait à chaque instant que se battre contre l'idée de son propre suicide, et après avoir vécu des aventures fabuleuses dans les mers du Sud, et connu le succès en les racontant, s'était soudain converti à la littérature, c'est-à-dire à une conception de la parole comme vérité, et avait écrit Mardi, que personne n'avait lu, puis Pierre ou les ambiguïtés, que personne n'avait lu, puis Le Grand Escroc, que personne n'avait lu, avant de se cloîtrer pour les 19 dernières années de sa vie dans un bureau des douanes de New York et de déclarer à son ami Nathaniel Hawthorne « Quand bien même j'écrirais les évangiles en ce siècle, je finirais dans le ruisseau. » J'étais fou, peut-être, mais j'avais écrit ce scénario pour faire entendre ce qui habite la solitude d'un écrivain. Cette population de pensée est un monde. Et même les livres écrits et publiés par Melville ne suffisent pas à donner une idée de l'immensité qui peuple la tête d'un écrivain comme lui. D'ailleurs, il y a une phrase de Moby Dick qui évoque ce débordement à propos du cachalot. Elle parle de l'intérieur mystiquement alvéolé de sa tête. Eh bien, c'est précisément de cela que traitait mon scénario. L'intérieur mystiquement alvéolé de la tête de Melville. Était-ce le mot mystiquement ou le mot alvéolé qui provoquait leur stupeur? Aucun producteur, bien sûr, ne donnait suite. Mais je ne me décourageais pas. Lorsqu'on agit contre son propre intérêt, lorsqu'on se sabote, c'est toujours par fidélité à une chose plus obscure dont on sait secrètement qu'elle a raison. Après tout, ce qui est très précieux est aussi difficile que rare. Bref, j'étais seul et The Great Melville était en train de rejoindre l'immense troupeau des scénarios abandonnés. Il existe quelque part une steppe couverte de poussière et d'os, on dirait un ciel, on dirait la lune, où sont stockés les scénarios en exil. Possible qu'ils attendent un peu éteint déjà le regard d'un acteur, d'une actrice, d'un producteur, d'un metteur en scène, mais en général leur solitude est sans appel et la poussière efface peu à peu leur clarté. La plupart de mes amis trouvaient ce scénario insensé. Ils trouvaient que c'était insensé de ma part de consacrer mon temps à un projet aussi peu crédible,
Selon eux, il ne viendrait à personne l'idée de faire un film à partir de ce scénario. Personne n'aurait jamais envie de voir la vie d'un écrivain qui échoue. Et d'ailleurs, mes amis n'avaient pas envie de me voir moi-même échouer à cause de cette histoire. Selon eux, il aurait été plus judicieux que j'écrive un livre sur Melville. Par exemple, une biographie, mais pas un scénario. Le scénario, c'est la mort de l'écrivain, me disait-il. Mais moi, le scénario, je l'avais déjà écrit. Je n'avais plus rien à craindre. Quelle ruine pourrais-je redouter? J'avais écrit des romans, j'en écrirai encore, j'avais 1000 idées de romans en tête, mais d'abord je voulais vivre l'aventure de ce scénario jusqu'au bout. Je tenais à The Great Melville, je tenais à parler de la solitude de l'écrivain et du caractère mystique de cette solitude. Je voulais faire entendre ce qu'il y a à l'intérieur d'une tête mystiquement alvéolée. Bref, à l'époque, tout le monde pensait précisément cela, que j'exagérais. Je ne faisais rien pour convaincre qui que ce soit du contraire, j'avais mon idée fixe, car bien sûr, The Great Melville était un film impossible. Mais justement, l'impossible était le sujet du scénario. Au fond, un écrivain, un véritable écrivain, Melville, et aussi Kafka, me disais-je, ou Lowry, ou Joyce. Oui, Melville, Kafka, Lowry, Joyce, très exactement ces quatre-là. Et je répétais leurs noms à mes amis et aux producteurs que je rencontrais. Et quelqu'un qui voue sa vie à l'impossible. Quelqu'un qui fait une expérience fondamentale avec la parole, qui trouve dans la parole un passage pour l'impossible. Quelqu'un à qui il arrive quelque chose qui n'a lieu que sur le plan de l'impossible. Et ce n'est pas parce que cette chose est impossible qu'elle ne lui arrive pas. Au contraire, l'impossible lui arrive parce que sa solitude, c'est-à-dire son expérience avec la parole, est telle que ce genre de choses inconcevables peut avoir lieu et qu'elle a lieu à travers les phrases, à travers les livres qu'il écrit, phrases et livres qui, même s'ils ont l'air de parler d'autre chose, ne parlent secrètement que de ça. Un écrivain, me disais-je. À mes amis, disais-je à mes amis, ainsi qu'aux rares producteurs avec qui je réussissais à obtenir un rendez-vous pour parler de The Great Melville, un écrivain, Melville, et aussi Kafka, ou Hölderlin, Walser ou Beckett, car je variais ma liste, et quelqu'un dont la solitude manifeste un rapport avec la vérité et qui s'y voue à chaque instant. Même s'il existe à peine aux yeux du monde, il sait entendre au cœur de celui-ci la beauté en même temps que le crime, et qui porte en lui avec humour ou désolation, à travers les pensées les plus révolutionnaires ou les plus dépressives, un certain destin de l'être. Je dois dire que lorsque je prononçais les mots « destin de l'être », même mes amis les plus bienveillants semblaient découragés. Sans doute y voyait-il une présomption délirante, mais qu'y a-t-il de plus simple et de plus compliqué, bien sûr, que l'être? Qu'y a-t-il de plus important que d'engager sa vie dans l'être et de veiller à ce que chaque instant de sa vie dialogue avec cette dimension? Car alors, nous n'avons plus seulement une vie, mais une existence. Nous existons enfin. Je me disais qu'un écrivain, du moins Melville, ou Hamsun, ou Proust, ou Dostoïevski, je fais beaucoup d'efforts pour varier ma liste. Et quelqu'un qui fait coïncider son expérience de la parole avec une expérience de l'être. Et qu'au fond, grâce à sa disponibilité permanente à la parole, à ce qui vient quand il écrit, il ouvre son existence tout entière, qu'il le veuille ou non, à une telle expérience. Que celle-ci soit illuminée par Dieu, ou au contraire par la mort de Dieu, qu'elle soit habitée ou désertée, qu'elle consiste à se laisser absorber par le tronc d'un arbre ou par des sillons dans la neige, à s'ouvrir au cœur démesuré d'une femme étrange ou à déchiffrer des signes sur les murs, elle porte en elle quelque chose d'illimité qui la destine à être elle-même un monde, et donc à modifier l'histoire du monde. Je me perdais un peu dans ma démonstration, mais je ne perdais pas de vue une chose. La plus importante pour moi, à travers Melville, s'écrivait quelque chose du destin de l'être. La preuve, c'est que sa tête était mystiquement alvéolée. Alors voilà, un jour, j'avais entendu une phrase de Melville qui disait qu'en ce monde de mensonges, la vérité est forcée de fuir dans les bois comme un daim blanc effarouché.
Et j'avais pensé à ce film de Michael Cimino, qu'on appelle en France « Voyage au bout de l'enfer », mais dont le titre original est « The Deer Hunter », c'est-à-dire « Le chasseur de daims ». Dans ce film qui porte sur la guerre du Vietnam, où de longues scènes de roulettes russes jouées par Christopher Walken donnent à cette guerre absurde la dimension d'un suicide collectif, le chasseur, joué par Robert De Niro, poursuit un daim à travers les forêts du nord de l'Amérique. Lorsqu'enfin il le rattrape, lorsque celui-ci est dans son viseur, il s'abstient de tirer. Comme dans certaines légendes, comme dans l'histoire de Saint Julien l'Hospitalier, où le grand cerf désarme le sacrificateur, le daim épargné par De Niro dans le film de Cimino est le survivant d'un monde régi par le crime. Il témoigne d'une vérité cachée dans les bois, de quelque chose qui déborde la criminalité du monde et qui, en un sens, lui tient tête. L'innocence qui échappe à une Amérique absorbée dans son suicide guerrier, car le daim, en échappant au sacrifice, révèle avant tout ce qui le menace, c'est-à-dire le monde devenu entièrement la proie d'un sacrifice. Cet après-midi-là, je me suis dit, ce daim, c'est Melville. C'est Melville, Kafka, Lowry, Joyce, ou Melville, Hölderlin, Walser, Beckett, ou encore Melville, Hamsun, Proust, Dostoïevski. C'est le destin de la littérature, son incarnation mystique, peut-être même sa tête alvéolée. En même temps qu'au daim qui apparaît dans The Deer Hunter de Cimino et qui semble, en s'immobilisant face à Robert De Niro, exposer la vérité même de la folie des hommes, j'ai pensé au cavalier polonais de Rembrandt, qu'on voit à New York à la Frick Collection, sans doute à cause de la blancheur effarouchée du cheval, arrêté au milieu des ténèbres, comme si la guerre était suspendue quelques instants et qu'à la place de l'hécatombe surgissait en un bref éclair la lumière de la vérité. Mais si je commence à vous parler de tout ce qui me vient, si je vous détaille toutes mes pensées et comment et pourquoi elles m'arrivent, si je vous parle de leur simultanéité, cette histoire n'en finira plus. Quelques heures plus tard, tandis que vers 3 heures du matin j'errais dans l'appartement en quête d'un reste de vodka, j'ai pensé, avec une simplicité qui aujourd'hui encore me paraît extravagante, qu'il fallait que je donne à lire à The Great Melville à Michael Cimino. Oui, il fallait absolument que Cimino lise mon scénario, c'était une évidence. Entre Melville et Cimino, il y avait un rapport absolument crucial, décisif même. Comment n'y avais-je pas pensé plus tôt? Il fallait que Michael Cimino lise The Great Melville parce qu'il incarnait dans le cinéma américain ce que Melville avait incarné dans la littérature américaine. Il était le dernier grand metteur en scène américain, le seul peut-être à avoir porté ces 30 ou 40 dernières années un monde qui était à lui seul une expérience. Et ce monde, cette expérience, c'était le secret de la fondation de l'Amérique, son destin criminel, le génocide des Indiens, la démence de l'impérialisme militaire au Vietnam et tous les crimes sur lesquels était fondée en secret la démocratie. Car Michael Cimino, après avoir triomphé dans le monde entier avec The Deer Hunter, avoir raflé des Oscars et être devenu le nom même, l'incarnation, l'avenir du cinéma américain, avait subi avec son film suivant, Heaven's Gate, l'un des échecs les plus terribles de l'histoire du cinéma. Un véritable désastre qui avait fait de lui tout simplement un paria. Comme Melville, qui avait d'abord connu une gloire facile, puis avait sombré dans l'échec à partir du moment où il s'était mis à écrire « Depuis la vérité ». En faisant parler en lui le daim blanc effarouché, Cimino avait approché cette vérité même qu'il y a dans l'échec. Et sans doute s'était-il mis à ne plus séparer échec et vérité, à ne considérer la vérité qu'en rapport avec l'échec qui la révèle, comme un daim blanc effarouché qui traverse, indemne, cette forêt criminelle qu'on nomme l'humanité. Heaven's Gate racontait la guerre civile qui avait éclaté en 1890 dans le comté de Johnson, Wyoming, et avait abouti au massacre des populations civiles pauvres venues de Pologne et d'Ukraine par des milices payées par les capitalistes de la région.
Ce que racontait le film de Cimino, c'était que l'Amérique, après la liquidation des peuples indiens, avait continué à se fonder sur un programme d'extermination. Et que le capitalisme n'était pas l'expression du rêve de cette jeune nation, mais déjà son cauchemar. Il était évident, du moins à mes yeux, que Michael Cimino m'écouterait parler de mon scénario sans tapoter sur son téléphone, sans penser à son prochain rendez-vous, et qu'il était le seul qui, lorsque je parlerais de la tête de Melville, de l'intérieur mystiquement alvéolé de cette tête, n'éclaterait pas de rire. Car lui-même, Michael Cimino, je le comprenais soudain en avalant un verre de vodka. Lui-même, Michael Cimino, était à coup sûr quelqu'un dont l'intérieur de la tête était mystiquement alvéolé. J'ai dit qu'à l'époque j'étais fou, disons que j'étais possédé. Les noms des livres, les phrases, les films n'arrêtaient pas de vivre à l'intérieur de ma tête. Ils se donnaient des rendez-vous pour former entre eux des extases, sans même que je puisse les séparer. J'étais littéralement habité par ce flux de noms, de phrases, de titres, de livres et de films dont la circulation s'était progressivement substituée à mon souffle et à mes nerfs. Ça ne se calmait jamais. Qui a dit que les noms, depuis le Christ, sont pareils au souffle du matin et qu'ils sont des rêves dans ma vie? Le souffle du matin est démesuré. Mes rêves sont immenses. Ce sont des incendies qui se propagent à travers les nuits, les saisons, les voyages. Ils réveillent les noms, les autres noms, tous les noms qui se parlent entre eux. Alors voilà, ma maladie, comme disaient mes amis, ma folie, c'était ça. Un mouvement perpétuel des noms. Chacun d'eux venait avec le vent. Ils formaient un troupeau comme des chevaux sauvages qui tournoient dans une vallée. Chaque nom en allumait un autre, ça ne finissait jamais. Je passais mes journées à me réciter des listes, des bouts de phrases, des citations, et tout se mettait en rapport et s'ouvrait démesurément comme une terre sans limite avec des flammes de bonheur qui s'arrachent au monde éteint. On peut considérer bien sûr que j'étais malade, mais cette vie des noms dont j'étais chargé me rendait étrangement plus léger. Comme si, à chaque instant, le daim blanc de Melville m'apparaissait. Voilà, je vivais au milieu d'un cortège de daims blancs, et en un sens, c'était cela ma folie. Mais c'était aussi ma gloire, parce que dans ce cortège qui défilait dans ma tête, j'étais accueilli. Évoluer parmi les noms me donnait des ailes. Un matin de mars, après des semaines de recherche, de rendez-vous bizarres, de coups de fil accablants, quelqu'un m'a transmis le contact de Michael Cimino. Bref, lorsque le nom de Cimino a été prononcé et que j'ai dit en riant à Pointel que lui seul pourrait réaliser un film tel que The Great Melville, parce que sa vie n'était pas sans rapport avec Melville, Pointel m'a regardé longuement sans rien dire, comme pour évaluer si j'étais sérieux, comme si d'un coup l'éventualité que mon scénario puisse valoir quelque chose l'avait effleuré. Michael, c'est un ami. Tenez, je vous donne son numéro. Appelez-le de ma part, vous verrez bien. Il m'a tendu un post-it jaune, s'est levé, m'a raccompagné jusqu'à la porte et en me serrant la main m'a dit « Si vous arrivez à réveiller Michael, jackpot! Tenez-moi au courant !» Et il a souri en me tapotant l'épaule. Je n'ai rien fait pendant plusieurs semaines. Ordinateur, frigo, vodka. J'entendais partout des voix de rapaces lucides et tristes, des gens qui riaient grassement dans la rue en se donnant des numéros de téléphone. Je me disais, une cabane à Bixure, voilà ce qu'il me faut. Ou même une cabane dans le Finistère, une cabane dans le Pas-de-Calais, n'importe où, pourvu qu'il y ait la mer et que j'oublie les voix féroces, que j'oublie tous ces noms qui crépitaient pour rien dans ma tête, ce cortège glorieux qui m'avait entraîné dans une impasse. Oui, même un trou pourri au bord d'une mer dégueulasse, pourvu que je n'entende plus rien, ni les rapaces, ni les daims, et que je me réveille enfin, comme l'avait dit Pointel à propos de Cimino. Alors, à voix haute, je disais cette phrase, « Si j'arrive à me réveiller, jackpot !» Et je riais tout seul.
un matin, vers 11 heures, en composant le numéro de téléphone de Michael Cimino, celui que Pointel avait écrit sur le post-it que j'avais gardé tout ce temps dans la poche de ma veste, quelqu'un a décroché. Et à ce moment précis, je me suis rendu compte que j'avais oublié le décalage horaire. Il était 11 heures du matin en France, mais si ce numéro était américain, et vu les chiffres, il semblait bel et bien américain, quelle heure pouvait-il être en Amérique? Avant même de me présenter, je me suis excusé et j'ai demandé l'heure. « What time is it ?» Le type a répondu « 3 o'clock in the morning ». J'ai dit que j'étais absolument désolé. J'appelais de France et j'avais oublié le décalage horaire. Le type a dit que ça n'avait aucune importance parce qu'il ne dormait jamais. J'ai demandé s'il était possible que je parle à Michael Cimino et il m'a dit que c'était lui. Il a ajouté en riant « Je suis Michael Cimino. I am Michael Cimino. » Alors, Michael Cimino m'a écouté baragouiner quelques secondes en anglais à propos de Melville, Herman Melville, et de l'échec comme vérité de l'être. J'ai dit qu'échouer, c'était avoir raison historiquement. Et Cimino m'a répondu très cordialement en français, dans un français aussi approximatif que mon anglais, que sans aucun doute Melville était un magnifique écrivain et qu'il avait beaucoup lu, comme Dostoïevski, m'a-t-il dit. Et il a précisé que la fin de La Porte du Paradis, sur le bateau, lorsque Christopherson se tient dans la cabine plein d'illusions perdues, il avait prononcé ces deux mots en français avec une sorte de raffinement canaille, comme s'il était devenu un personnage de Proust. Cette fin était un hommage à l'auteur de Moby Dick, mais qu'il travaillait depuis des années sur un autre scénario, l'adaptation de La condition humaine de Malraux. Quoi qu'il en soit, c'est l'expression qu'il a utilisée, il serait content de me rencontrer afin de parler de littérature, de Melville, de Malraux, de Dostoïevski, a-t-il dit. Content de rencontrer un Français, parce que la France était le seul pays où l'on comprenait vraiment ses films, avec la Pologne peut-être, mais la Pologne était un pays imaginaire, a-t-il ajouté d'une manière énigmatique. J'étais abasourdi. Dans ma tête, le daim blanc se remettait à galoper, la forêt des noms bruissait d'une confiance nouvelle, quelque chose de mystiquement alvéolé agrandissait de nouveau ma joie. Je riais tout seul et j'ai avalé une grande rasade de vodka en l'honneur de Cimino. À 15 heures, le 17 avril, comme prévu, j'étais posté face au cavalier polonais de Rembrandt. J'avais du mal à me concentrer sur le tableau parce que je guettais l'arrivée de Cimino. Je me répétais les mots qu'il avait prononcés au téléphone pour fixer notre rendez-vous. Voulez-vous qu'on se retrouve à la Free Collection? C'est un musée juste en face de Central Park. Et tout heureux de la coïncidence, parce que c'est dans ce musée qu'est exposé le cavalier polonais de Rembrandt, et que j'associe ce tableau, comme vous le savez, au daim effarouché de la vérité selon Melville, j'avais exprimé à Cimino non seulement mon accord, mais mon enthousiasme, et précisé qu'on pouvait alors se retrouver devant ce tableau que j'aimais particulièrement. Il avait juste dit « Wonderful !» Et maintenant que j'étais devant le cavalier polonais de Rembrandt, je me demandais s'il avait bien entendu, s'il était clair pour lui que c'était devant ce tableau, précisément devant celui-ci, que nous avions rendez-vous. Car j'étais debout face au tableau, bien en vue, ne cessant de jeter des coups d'œil autour de moi, et chaque fois que je me retournais vers l'entrée de la salle guettant l'arrivée de Cimino, la gardienne croisait mon regard. Chaque fois, elle me fixait, et au fil du temps, son regard s'était durci. Il avait pris un air non pas de désapprobation, ce serait excessif, mais de légère interrogation méfiante. Qu'est-ce que je foutais là? Debout, depuis plus de 40 minutes face à un tableau, alors même que je ne le contemplais pas, ce tableau, j'étais trop préoccupé par l'arrivée imminente de Cimino, mais que je regardais sans cesse autour de moi, voilà ce qu'exprimait le regard de la gardienne, et je ne pouvais pas lui donner tort. Il arrive un moment où l'absurdité de la situation vous apparaît comme un triomphe, comme une sorte de chef-d'œuvre. Elle se suffit à elle-même, et en l'occurrence, l'espoir qui m'animait était si excessif, et il y avait aussi la fatigue du voyage, que j'en étais maintenant arrivé face au cavalier polonais de Rembrandt, à oublier toute inquiétude, à oublier l'objet même de ma présence, à oublier que j'attendais Michael Cimino.
Sans doute m'étais-je endormi. La gardienne était à mes côtés. Elle me secouait l'épaule tout en parlant dans un talkie-walkie. « It's closed !» répétait-elle. Dehors, le ciel était rose et la grande masse des feuillages de Central Park étincelait comme un buisson de flammes douces. Je respirais l'odeur de la glycine, celle du chèvrefeuille qui grimpait le long de la grande porte du musée, et tous les pétales qui voletaient comme des petites syllabes jaunes et mauves dans l'air poussiéreux et saturé de New York. Une femme était assise sur une des marches et observait les visiteurs qui sortaient du musée. Elle était entourée de sachets de livres de chez Strand, portait des lunettes noires et une casquette sur laquelle était écrit « Fuck » et fumait cigarette sur cigarette en tapotant sur une tablette iPad. Elle a remarqué que moi aussi je traînais des sachets de livres de chez Strand et on s'est souri. C'est drôle, je n'étais même pas déçu. Michael Cimino n'était pas venu, mais au fond c'était logique. N'était-il pas devenu une sorte de fantôme? Comme le cavalier polonais, il vivait le long d'une ligne de crépuscule, cette ligne à partir de laquelle on perçoit l'origine et la fin des choses et qui procure à celui qui parvient à la serrer de près une lucidité effrayante, mais aussi l'innocence que tout le monde aujourd'hui a perdue. Voilà, j'étais venu à New York voir un tableau de Rembrandt et acheter des livres. C'est ça que j'aurais dû répondre ce matin au fonctionnaire de l'immigration à Kennedy Airport lorsqu'il m'avait demandé pourquoi je venais aux États-Unis. Voir un tableau, acheter des livres. Au lieu de quoi j'avais marmonné « to speak with somebody » pour parler à quelqu'un. Le type avait relevé la tête et m'avait dévisagé curieusement, comme si ma phrase devait déclencher une procédure spéciale. « Où exactement ?» Je n'avais pas bien compris sa question. Il avait dû la répéter plusieurs fois et bien sûr, le fait de faire répéter le fonctionnaire de l'immigration commençait à transformer cette simple formalité en un incident. Bref, lorsqu'enfin j'eus compris qu'il voulait connaître le nom de celui avec qui je venais parler à New York, je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai dit comme Bartleby, le personnage de Melville, « I would prefer not to ». Le type ne comprenait pas. « What ?» disait-il. Et j'ai dû à mon tour répéter plusieurs fois ma phrase jusqu'à ce qu'il la comprenne. Et sans doute l'a-t-il interprété comme une insolence parce que d'un geste, il a fait signe au policier qui patientait de l'autre côté de la ligne et qui en accourut. Il était évident qu'à la question « Quel est le motif de votre voyage ?» j'aurais dû répondre quelque chose comme « affaires ou tourisme ». Ils ont sorti de mon sac la bouteille de vodka qu'ils ont examinée avec répugnance. Puis le scénario de The Great Melville, qui était relié et que j'avais imprimé en rouge. Manifestement, cette couleur les inquiétait. L'un des flics m'a demandé de quoi ça parlait. Un scénario, j'ai dit, un scénario sur Melville, The Author of Moby Dick. J'ai précisé de manière absurde que Melville avait justement travaillé à la douane de New York et que, en quelque sorte, ils étaient leurs collègues. J'allais partir lorsque la femme à la casquette fuck s'est approchée de moi. Elle m'a demandé si ce n'était pas avec elle que j'avais rendez-vous. J'ai dit que non, j'avais rendez-vous avec quelqu'un qui n'était pas venu, je l'avais attendu plusieurs heures et maintenant j'allais prendre l'avion. Alors la femme m'a tendu la main en souriant et m'a dit en français qu'elle était absolument désolée, elle était très en retard à cause d'un autre rendez-vous et quand elle était arrivée il y a une demi-heure, ils ne l'avaient pas laissée entrer parce qu'ils allaient fermer. Je ne comprenais pas. Alors, elle m'a demandé comment allait le cavalier polonais aujourd'hui. Nous avons souri et j'ai sorti le livre de Jean-François Lyotard sur Malraux. Je le lui ai tendu. Moi aussi, j'ai des livres pour vous, m'a dit Cimino. Et nous nous sommes dirigés vers Central Park. L'air était doux, léger, et nous ne cessions de sourire. Il y avait des éclats bleus dans les feuillages des ormes, et quelque chose d'autre encore semblait briller d'arbre en arbre. Une vérité qui n'appartenait pas seulement au printemps, une sorte de lueur qui, tout en paraissant fragile et incertaine, enchantait le cœur des enfants dans les allées et celui des couples allongés sur l'herbe. Cette lueur effaçait peu à peu les ombres, et comme le sein vert et frais d'un monde nouveau dont parlait Fitzgerald, elle semblait capable d'effacer le néant,
de vaincre les horreurs et d'emporter cette fin d'après-midi vers la joie des instants parfaits. Cinq mois plus tard, je reçus un SMS de Pointel. On était le 23 septembre. Je m'en souviens avec précision parce que ce jour-là, c'est mon anniversaire. J'étais en train de fêter l'événement comme il se doit en sifflant un pack de bière au lit devant Apocalypse Now, le film de Francis Ford Coppola. Lorsque sur mon téléphone, le message est apparu. Depuis mon retour de New York, j'avais la certitude de détenir quelque chose. Une chose absolument cruciale, une chose terrible. Peut-être n'existait-elle qu'à peine, peut-être même n'avait-elle pas de nom, mais cette chose ne cessait de me sauter au visage. Et comme une bête rugissante que l'effroi a longtemps muselée au fond de sa grotte, elle surgissait des ténèbres et dévoilait ses mâchoires chaque fois que je regardais un film. Ouais, j'étais assez fou pour croire qu'un secret circule à travers des films. Assez fou pour imaginer qu'il soit possible d'y accéder, et même d'en recevoir des lumières. Ce secret, je l'avais cherché à travers les films de Michael Cimino, et voici que la recherche s'élargissait encore, car la vérité est comme le corps immense des déesses. Elle est là et pas là. On la voit et on ne la voit pas. C'est pourquoi je ne faisais plus que ça, regarder des films. J'avais passé tout l'été à voir 3 à 4 films par jour allongés sur mon divan-lit face au grand écran plat que mon voisin de palier Tot avait dégoté sur eBay. Il trouvait que c'était une hérésie de regarder des films sur un ordinateur comme j'en avais pris l'habitude depuis des années et en échange du grand écran dont il m'avait offert la jouissance illimitée, je lui gardais son dalmatien, Sabbat, lorsqu'il était en déplacement. Tot était joueur de poker, il lui arrivait de partir à l'improviste pour un tournoi au bout du monde, sans préciser la date de son retour. Ainsi avais-je très souvent la garde de son chien, dont j'appréciais la silhouette gracile et l'enjouement presque enfantin. Pour que j'arrive à m'orienter dans la forêt de tous les films, il fallait qu'à un moment ou à un autre surgisse le daim blanc. Pas lui personnellement, il n'y a aucune silhouette d'animal fuyant à travers les bois, mais l'événement qu'une telle fuite annonce. Cette voie du sacrifice qui traverse les époques et dévoile la trame sous les apparences. Et bien sûr, le daim ne surgit pas sur commande. Il ne galope pas dans n'importe quel film, même s'il est séduisant de le croire. En un sens, rien n'est plus rare que son apparition. C'est pourquoi je la guette aussi intensément, c'est pourquoi j'y consacre tout mon temps. Je ne veux pas rater l'épiphanie du daim blanc de la vérité. Je visionnais ainsi cet été-là des dizaines et des dizaines de films, et parmi eux des dizaines et des dizaines de mauvais films, parfois même des navets, sans rien croiser qui ressemblât au reflet de mon daim. Mais il suffisait d'un détail, 3 secondes d'un miroitement, l'écho d'une voix perdue dans le désert, une trace de sang sur le bord d'un trottoir ou l'émail épiphanique d'un lavabo au milieu d'un thriller pour que s'accomplisse ce que j'attendais, ce que je souhaitais plus que tout, cette chose que mon désir à chaque instant était sur le point d'inventer, un signe, une annonce. Le 23 septembre, je m'étais offert une fois de plus un visionnage d'Apocalypse Now que je n'avais cessé de regarder tout l'été. À 15h, au moment où je reçus le SMS de Pointel. Mais avant de raconter mes retrouvailles avec Pointel, il faut que je vous parle de ma première vision d'Apocalypse Now. C'est à l'époque où l'État islamique a commencé à diffuser ses vidéos de décapitation. On était début août, étendu sur mon divan, je suffoquais. L'air était humide et sale, comme celui des petites îles infestées de cannibales autour desquelles tourne le Pekod, au large de Sumatra, lorsque le capitaine Ahab, au comble de la fureur, se rapproche de la baleine. Sabah hurlait à la mort dans l'appartement d'à côté. Ses cris retentissaient dans la cour intérieure où les voisins à bout de nerfs n'en finissaient plus de protester et moi, je m'enlisais dans la dépression. En gros, le bilan n'était pas fameux, j'avais 49 ans, je vivais reclus dans un studio de 20 mètres carrés et passais mes journées à regarder des films en buvant de l'alcool.
Je pouvais bien réciter à voix haute mes éternels mantras, Melville, Proust, Joyce, ou Dante, Flaubert, Beckett, ou Shakespeare, Rimbaud, Faulkner. Il était devenu impossible certains soirs de savoir si je ne me montais pas complètement le bourrichon, si le daim blanc qui frissonne là-bas sous les branches d'un pin existe réellement ou s'il n'est qu'un mirage. Si en clamant dans la nuit des noms de poètes, on est soi-même un poète ou plus simplement un clown. Il n'est pas facile de savoir si votre vie s'en va en morceaux ou si vous allez vers ce qu'il y a de plus vivant. Ce soir-là, ni mes films, ni Melville, ni mon trône de papyrus ne suffisaient. Il existe un moment où l'angoisse vous mord le ventre, alors plus rien ne suffit. Bref, j'étais allé boire un verre aux Petits Oignons, un café du 20e arrondissement à côté de chez moi. Les murs des Petits Oignons sont rouges. L'éclairage tamisé donne à ce lieu une allure d'aquarium. Nos paroles, nos rires s'y ébrouent comme des poissons qui filent entre le corail des prairies sous-marines. C'est ainsi que des processions de baleines viennent, couple après couple, nager dans le plus secret de mon esprit et y transportent la terreur, la prière et la délivrance. Ainsi va mon désir, si je commence à boire, il faut que j'engloutisse l'aquarium. Je dois vider l'océan, ouvrir les écluses du monde. Ce soir-là, on ne parlait que de l'assassinat d'un journaliste américain par ce groupe de djihadistes encore mal connus, l'État islamique. La vidéo de sa décapitation avait été postée sur Internet et d'après ce qu'en disait Glorieux, qu'il avait regardé, c'était une abomination. Les mains liées dans le dos, en combinaison orange, la victime était à genoux dans un désert d'Irak ou de Syrie et derrière lui, debout, un type cagoulé de noir éructait en anglais une malédiction contre l'Amérique, puis il sortait un couteau et l'égorgeait. Des drapeaux noirs claquaient ensuite dans le désert, recouverts d'inscriptions blanches en arabe. On découvrait le corps en combinaison orange couché dans le sable, sa tête posée sur le ventre. Le couteau du djihadiste, dont il semblait qu'il fût anglais, ne tranchait pas seulement la gorge d'un homme, il déclarait une guerre spirituelle. Les hommes ont besoin de connaître la fin autant que le commencement, en un sens. Ils veulent la fin. Rien ne les passionne autant que l'instant de la mort. Rien ne les excite plus que l'agonie, disait Glorieux. Ainsi, le sacrifice de ce pauvre homme ouvrait-il une brèche dans notre confort d'occidentaux bien nourris? Et son immolation, en déchirant la taie qui nous encrasse les yeux, nous faisait-elle peut-être comprendre que nous vivons dans un monde qui ne cesse de mettre fin à ses jours? Un monde qui, en camouflant son vide, sous l'esprit du spectacle et de la marchandise qui a déjà avalé chacun de nous, n'en finit pas de s'enliser dans l'inessentiel. Il s'ensuivit des huées. Rachid et Ferdinand protestèrent avec véhémence, et même Walter, habituellement taiseux, s'aventura à affirmer que nous n'avions besoin d'aucun massacre pour savoir si nous étions, qui nous étions et ce que nous désirions. Les sacrifices ne nous apprennent rien, les supplices sont toujours en trop et ne font qu'approfondir l'injustice. Un type un peu bizarre prit la défense de Glorieux, un grand noir que tout le monde appelait le baron, le béret vissé sur la tête surmonté d'une petite plume, des yeux énormes, une élégance martiale. Il était complètement ivre, tremblait en serrant sa bière, mais parlait avec assurance. Selon lui, nous finirions tous agenouillés dans un désert, la gorge ouverte au vertige de Dieu. Et peu importait de quel Dieu il s'agissait, peu importait même l'idée de Dieu, peu importait ces conneries de religion qui nous effraient. Nous avions perdu le rapport avec nos propres existences. Nous étions peut-être des impies, mais surtout des misérables, amoindris, aveuglés, asservis, lui pas moins qu'un autre, précisa-t-il. Et si la faiblesse est une faute, et selon lui, elle l'était, notre faute appelait nécessairement une révolution. Il était devenu urgent que nous changions notre manière de vivre et que nous nous remettions à penser. Car l'absence de pensée mène au gouffre, et précisément, c'était l'absence absolue de pensée, l'absence de pensée des Occidentaux, autant que l'absence de pensée des djihadistes, qui nous ramenait à la scène la plus primitive de l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire la mise à mort dans le désert.
La vision du sacrifié en combinaison orange dont avait parlé Glorieux ne me quittait plus. Accroché au mur des petits oignons, sa tête me regardait comme celle d'un animal empaillé. De sa bouche s'écoulait une lave vert et noire, comme si en mourant il recrachait les visions qu'il avait endurées. Alors j'entendis, je lus sur ses lèvres ce cri « L'horreur !» La tête me tournait, je m'accrochais au comptoir. Dans mon ivresse, appelé par les filtres orangés du couchant, par un sillage de mains coupées voguant au fil de l'eau, apparut le visage du colonel Kurtz. Le crâne chauve, luisant d'humidité de Marlon Brando à la fin d'Apocalypse Now. Il est allongé sur sa couche, dans la pénombre d'un temple au milieu de la jungle, et transpire. Les ténèbres sont vertes. Les palmiers sont remplis de cadavres pendus aux branches. Des têtes coupées s'empilent sur les marches qui mènent jusqu'au colonel Kurtz. Il me semble que la boue est une salive morte. Il me semble que je nage dans cette boue en direction du temple, en direction de Kurtz, qui se tourne vers moi et me lance un paquet recouvert de chiffons. Je le rattrape, c'est lourd, gluant, j'ouvre, c'est ma tête. Le colonel Kurtz dit « Le monde finit comme ça ». À mon réveil, je n'avais qu'une idée en tête, revoir Apocalypse Now. Voilà, c'est la jungle. Des hélicoptères survolent une forêt de palmiers. Les palmiers prennent feu, la forêt brûle, les enfants brûlent, les buffles, les chèvres, les tigres brûlent. Le ciel est mangé par de grandes flammes rouges. Une fumée orange et noire envahit l'écran. La voix de Jim Morrison s'élève, mêlée au bruit des pales d'hélicoptères. « This is the end, my only friend, the end. » C'est une voix d'outre-tombe qui plane sur le chaos. La voix d'un grand prêtre récitant une messe de fin du monde. La cérémonie commence. On entre dans un monde sacré, The End. C'est le titre de la chanson des Doors. The End, c'est le message. Voici qu'on devine surimprimé au champ de bataille la tête d'un homme au bout du rouleau qui délire dans une chambre d'hôtel. Les yeux exorbités, une bouteille de whisky à la main, le bruit du ventilateur au plafond de sa chambre se mêle à celui des pales d'hélicoptères au-dessus de la jungle. Un point remplit tout. La destruction l'environne. Le monde agonise à la fois dans une forêt qui brûle et dans une tête en feu. 2 militaires américains frappent à la porte. Willard leur ouvre. Ils pensent qu'ils viennent l'arrêter. Les 2 militaires découvrent le sang sur les draps, les flaques d'alcool, les éclats de verre, le désordre insensé qui règne dans la chambre. Ils ne paraissent pas étonnés. L'un d'eux donne lecture à Willard d'une convocation émanant de l'état-major. Willard doit se rendre à Nha Trang, au poste de commandement du 2e bureau. Ils ont reçu ordre de l'escorter. Willard répond qu'il n'est pas très en forme et s'effondre sur le matelas. « Je voulais une mission », dit-il en voix off, tandis que les 2 militaires le traînent sous la douche, et cette mission, pour mes péchés, je l'ai eue. J'ignorais que le pire endroit du monde m'attendait, à des semaines en amont d'une rivière serpentant à travers la guerre, comme un câble électrique branché directement sur Kurtz. Parfois, la nuit, le diable s'endort sur mes lèvres. Si j'ouvre la bouche, il se met à grignoter mes dents. Si je ne réagis pas, il avalera ma langue. Il faut le plus vite possible que je trouve un mot, le mot juste, celui qui désarme le mal, celui qui tranche les ténèbres et vous redonne la clarté. Je continue. Il faut que je vous décrive Apocalypse Now en détail. De la connaissance de ce film dépend la clarté de l'histoire que j'essaie de vous raconter. Certains jours, elle menace de m'absorber. Le capitaine Willard est introduit dans un bungalow gardé par des soldats en armes. 3 hommes, un jeune colonel joué par Harrison Ford, un général et un civil au regard éteint, le reçoivent et lui font savoir qu'il a été choisi pour accomplir une mission délicate. Ses antécédents dans les renseignements ont favorisé ce choix. On lui explique
qu'un officier des forces spéciales, l'un des meilleurs que le pays ait produit, le colonel Kurtz, a perdu la tête. Ses idées, ses méthodes sont devenues malsaines. Il est passé au Cambodge en prenant la tête d'une armée de mercenaires qui le considèrent comme un dieu et lui vouent un culte. Un combat, dit le général, se livre dans le cœur de chaque homme entre le rationnel et l'irrationnel, le bien et le mal. Et le bien ne triomphe pas toujours, parfois les ténèbres l'emportent. Tout homme, dit le général, a un point de rupture. Vous comme moi, dit-il à Willard. Et Kurtz a atteint le sien. Il est manifestement devenu fou. Voici qu'on fait écouter à Willard un enregistrement de la voix du colonel Kurtz. C'est là. Tandis que le son capturé dans la jungle grésille et que la voix nasale de Marlon Brando envahit l'espace, qu'Apocalypse Now m'envoie un premier signe. C'est là que chaque fois je comprends à quel point l'initiation de Willard est aussi la mienne. Car à l'instant même où la voix de Kurtz Brando s'élève, apparaît un cerf. Que fait-il ici? On est dans un poste de commandement de l'armée américaine, sur la ligne de front d'une guerre effrayante, et un cerf empaillé nous observe. Dans son œil humide brille la mémoire des forêts. Le velours de sa ramure déploie jusqu'à nous l'esprit de la chasse, comme si, par-delà les époques et les continents, les neiges de calcaire de Lascaux et les voûtes de la grotte Chauvet nous envoyaient un signal. Comme si le temps lui-même nous rappelait qu'à chaque instant, une cavalcade de grandins ne cesse de secouer les ténèbres, et que des pigments ocre, charbonneux ou sang de bœuf dessinent depuis toujours sur nos rétines des figures de saillie et de frayage, comme si nous étions secrètement conviés à la vision d'une croix blottie au creux d'un entrelac andouillé, comme si, derrière le spectacle infantile et monstrueux de la guerre, grondait une cérémonie immémoriale, celle d'un sacrifice qui, à travers son rite, conjure la mort et d'un même geste l'accomplit. Comme si cette tête de cerf pendue au mur d'un QG de fortune nous dévisageait depuis toujours, comme si elle allait prendre la parole, interrompre le blabla des militaires et inviter ma solitude à entrer dans le mystère. Oui, une autre histoire se raconte ici, embusquée derrière les fureurs de la guerre, une histoire plus terrible encore que les assauts qui ravagent les forêts du Vietnam, une histoire qui s'adresse à votre âme, qui la veut. Chaque fois que m'apparaît un cerf, je vois la chasse. Et dans la chasse, il ne s'agit pas simplement de poursuivre une proie en vue de la tuer, ni même de faire revenir les gestes originels de la prédation. Il ne s'agit pas de baigner ses sensations dans une humidité perdue, ni même de renouer avec le monde des mâchoires, ou de se confronter aux bêtes, au danger, à la mort. La chasse est spirituelle. En elle se déplie un monde séparé, semblable à cet éclair vers lequel le désir sexuel capte les amants pour les isoler. À travers leur nudité se rejoue un sacrement, celui par lequel le chasseur et la proie, en se soustrayant au monde restreint, appellent sur eux les signes qui leur accordent de ne plus être ce qu'ils sont, mais d'appartenir au couteau, à l'éclat qui vient frapper la lame, à la gorge qui crie, à l'artère qui se déchire, au sang qui gicle. Dans la chasse, vous êtes délivrés. Il n'y a plus personne en vous. Vous êtes le couteau et la proie, la gorge et le halètement. Vous êtes la plaie. Vous êtes la lumière furtive qui brille sur la lame, où le sourire de la déesse se reflète avant que vous ne succombiez. Même s'il traque un pauvre lièvre avec la cruauté d'un plouc éméché, le chasseur, sans même qu'il le sache, poursuit une nudité. Là-bas, au loin, dans les broussailles, miroite une lumière vers laquelle il se rue. Le gibier n'est qu'un alibi à son désir. Et même s'il lui arrive de rencontrer l'animal convoité, celui qui décuple ses forces et le change en tueur infatigable, à travers chaque sanglier, chaque biche,
à travers la poursuite qui l'accorde à la transe, il ne cherche qu'une chose, tomber sur Diane, dévoiler le corps interdit de la déesse. Car depuis les yeux brillants du cerf empaillé dans Apocalypse Now, c'est Artémis qui vous observe, c'est Diane qui manigance un rendez-vous avec votre mort, le daim blanc effarouché de la vérité qui s'enveloppe dans vos phrases, qui vous protège et que vous protégez, est aussi un prédateur. La voix du colonel Kurtz est lente. Il dit qu'il a observé un escargot ramper sur le fil d'un rasoir. C'est mon rêve, précise-t-il. C'est mon cauchemar. Ramper, glisser le long de la lame d'un rasoir et survivre. Après quelques secondes de silence, il reprend. Nous devons les tuer. Nous devons les incinérer, porc après porc, vache après vache. Le colonel, joué par Harrison Ford, arrête la bande. Il s'adresse au capitaine Willard. Vous remonterez la rivière Nund sur un rafio de la marine. Vous retrouverez la trace de Kurtz à Numumba. Suivez-la en récoltant des informations. Quand vous le trouverez, infiltrez son équipe par tous les moyens et liquidez son commandement. Liquidez-le. Cette mission n'existe pas et n'existera jamais. J'aime que l'itinéraire qui mène le capitaine Willard vers le colonel Kurtz relève du bardeau, de ce couloir initiatique qui fait passer de la vie à la mort et inversement. Au fond, il n'existe rien en dehors de ce couloir. On croit vivre, aimer, on s'imagine exulter dans un univers qui se reproduit, mais on ne fait qu'arpenter les terres illuminées d'un bardeau. À l'intérieur du bardeau, on rencontre des morts. Certains nous donnent la direction, d'autres nous égarent. Il est nécessaire que nous continuions à tendre vers la lumière, même lorsqu'elle est complètement éteinte, parce que l'obscurité profite de nos moindres distractions. Elle veut vivre à notre place, et lorsqu'elle y est parvenue, elle nous expulse. Les ténèbres attendent que nous perdions la lumière, mais il suffit d'une lueur, même la plus infime, la pauvre étincelle d'une tête d'allumette pour que le chemin s'ouvre. Alors, le courant s'inverse, vous remontez la mort. C'est la nuit. Je retiens mon souffle. Ce qu'on cherche, arrive-t-il? La chose la plus attendue est aussi la plus redoutée. Il n'est pas encore temps de dire ce qu'à l'époque j'affrontais. J'étais seul. Et la solitude est peuplée de monstres. Il y a dans l'Apocalypse de Jean un silence d'une demi-heure qui succède à l'ouverture du 7e sceau. Dans ma folie, je me tenais là, au cœur du silence. Alors, le mal se tourne vers vous, il dit « Tu m'as mal compris, et c'est peut-être exact. » L'enthousiasme. Me tuerait-il, je me fierais en lui. Les cœurs qui ne reculent point avec bassesse, dans les magnanimes années de la jeunesse, qui tiennent, fût-ce prudence, pour une honte que l'intérêt uni à la crainte vous dompte. Les esprits par qui la lumière est vénérée, jugeront-ils perfide sa lueur sacrée pour emboîter le pas aux suppôts de ce monde en les déclarant justifiés? L'insidieuse et froide influence du temps fera-t-elle des lâches sans ressort?
Les cœurs se languiront-ils des 100 cœurs embrigadés dans les rangs des agioteurs? Abjurera-t-elle la foi son propre ciel? Ou l'épreuve hagarde la conduira-t-elle à fuir la vérité si tranquille, si solitaire, dans le grand brouhaha des mensonges grégaires? Chaque vaisseau qui brûle derrière César proclame « Nul retour par mon intermédiaire ». Applique donc la torche à tes liens, quelque chers qu'ils soient, dès lors qu'ils sont des tentateurs. Si la nuit vient, ne perds pas cœur. Marche dans le brouillard, vers le drap funéraire. Par la lumière abandonnée, de la lumière, reste le loyal serviteur. Herman Melville. Et Yannick Allet.